Assas, bonjour. Bonjour. Vous êtes député Les Écologistes de Paris, la nouvelle appellation, mais on vous appelle encore les Verts, bien sûr, puisque votre combat, c'est la nature, c'est l'environnement, entre autres. Vous sortez d'un congrès, un congrès qui a quand même fait couler beaucoup d'encre. Quelle suite faut-il donner à ce congrès des écologistes? D'abord, dans un premier temps, pour votre vie interne. On a beaucoup entendu qu'il y avait du verrouillage, que Marine Tondelier avait fermé ce congrès avec un texte unique. Est-ce que c'est ce que vous avez ressenti? C'est vrai qu'avec les nouveaux statuts, il y a moins de démocratie interne. On était partisans de la proportionnelle. Enfin, nous sommes toujours partisans de la proportionnelle. Elle était fortement appliquée en interne. C'est moins le cas aujourd'hui. Et puis, avec Jérémy Yordanov et Florentin Letissier, nous défendions une ligne où on clarifie un peu la ligne du parti, avec notamment le fait de passer d'un parti lanceur d'alerte à un parti de gouvernement, c'est ce que nous souhaitions. Et puis, pouvoir aussi affirmer ces différences avec nos partenaires, défendre l'unité de la gauche, mais savoir dire aussi à nos partenaires, par exemple aux Insoumis, les questions sur l'antisémitisme, les questions sur les européennes ou internationales sur lesquelles nous avons des divergences, dire aussi notre divergence avec nos amis socialistes, avec une envie de retour au hollandisme que nous ne partageons pas. Donc, savoir affirmer l'écologie au sein de l'unité de la gauche. C'est ce que nous aurions souhaité. J'observe que c'est une ligne, on va dire, plus floue qui a... C'est-à-dire une ligne d'union à tout prix et puis on met sous le tapis les divergences? Je crois qu'on est encore dans l'ambiguïté. Par contre, moi, ce qui me réjouit, c'est que tout le monde, chez les écologistes, défend un processus unitaire de désignation d'un candidat unique de la gauche et des écologistes. Eh bien ça, je crois que c'est très positif. D'abord, ça nous unit, ça crée une dynamique parmi la gauche et les écologistes. C'est la garantie que nous puissions être forts dans l'élection présidentielle de 2027 ou avant. Ça n'a pas marché en 2022. En 2022, c'était chacun son candidat. Justement. Ça permet aussi la diversité des propositions, d'avoir plusieurs candidats à la présidentielle. Eh bien, on peut l'exprimer dans une primaire, par exemple. Là, nous pourrions exprimer nos sensibilités différentes. Comme je le disais, effectivement, il y en a à gauche, mais je crois aussi que l'essentiel nous unit et que nous avons besoin de nous rassembler pour exister et pour être forts face à la menace qui y a dans le pays, en particulier la menace de l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir. Cette primaire, vous souhaitez y associer les Insoumis? Il faut qu'ils se prêtent au jeu, histoire d'éviter peut-être une nouvelle candidature Mélenchon? Elle est ouverte à tous. Évidemment qu'il faut que les Insoumis y participent. J'observe que pour l'instant, ils n'y sont pas favorables, mais je crois qu'on doit réunir l'ensemble de la gauche, oui. Votre ligne, c'est pas une ligne de rupture du nouveau Front populaire, de par l'attitude de LFI à l'Assemblée et dans d'autres débats? Non, je crois qu'il faut à la fois maintenir l'union de la gauche, mais savoir dire nos divergences, parce que nous en avons. Il faut savoir dire quand Jean-Luc Mélenchon dit l'antisémitisme est résiduel, savoir dire non, ce n'est pas possible de dire ça dans notre pays. Il faut, comme je le disais, savoir dire aussi aux camarades socialistes que quand ils accompagnent le gouvernement d'une certaine façon en ne votant pas la censure, eh bien, ils ne rendent pas service au pays. Donc oui, je crois que les écologistes doivent pouvoir s'affirmer un peu plus dans cette union de la gauche que nous souhaitons tous. Et quand vous voyez Jérôme Guedj chasser du rassemblement dimanche pour protester contre le crime commis dans une mosquée, qu'est-ce que ça vous inspire? Je trouve ça gravissime. Je crois qu'au contraire, nous devons tous nous réunir dans ces cas-là, je crois que Jérôme Guedj, comme beaucoup de juifs, savent aussi ce que c'est que la haine au nom de la religion, et que c'est plutôt la lutte contre le racisme, contre l'antisémitisme, contre l'islamophobie doit au contraire nous rassembler, et qu'il n'y a pas à écarter certains des rassemblements qui sont dignes et qui doivent être solidaires avec la famille d'Aboubacar Cissé. Si primaire il y a de toutes les gauches ou d'une partie de toutes ces gauches, le candidat naturel pour les écologistes, c'est une candidate, c'est Marine Tondelier? C'est aujourd'hui celle qui est la mieux placée, oui, bien sûr. Et je crois qu'il n'y a pas de débat à faire sur la question des personnes. Nous serons pragmatiques. C'est la figure la plus médiatique et la plus reconnue en ce moment. Elle a d'énormes qualités politiques, donc il n'y a aucun problème à ce que ça puisse être effectivement Marine Tondelier. À cause de l'actualité, mais peut-être aussi à cause des débats idéologiques chez vous, on a l'impression que les thématiques environnementales sont passées au second plan chez les Verts.
Chez les Verts, Oui. non. Chez les Verts, non. Dans vos préoccupations, Dans la vos société, revendications. oui, mais chez les Verts, non. Nous continuons à défendre absolument les questions environnementales. Au contraire, nous devons faire face vraiment à un front anti-écolo, à un écolo-bashing permanent. Au nom de la crise économique, hein. Tout le monde dit, bon, c'est bien l'écologie, mais pas maintenant. Au nom de la démagogie, j'ai envie de dire. Parce que c'est aujourd'hui facile de taper sur les écolos, surtout quand on n'a rien à dire. Donc, l'écologie serait responsable de tous les maux, de la crise de l'agriculture, de la chute de l'économie. Bon, moi, j'observe que, au contraire, aller contre l'écologie, c'est aller contre l'économie et que c'est vraiment une facilité de cet instant, mais c'est repousser à plus tard des problèmes qu'on devrait régler aujourd'hui. Donc, je pense qu'au contraire, les questions environnementales sont toujours, et plus que jamais, j'ai envie de dire, au cœur des préoccupations des écologistes. Après, comme il y a une mutation des écolos, ils savent aujourd'hui traiter les questions régaliennes, ils savent traiter les questions économiques et sociales. Donc oui, nous traitons tous les sujets. Alors un problème écologique que l'on a vu ces derniers jours, c'est la panne géante d'électricité en Espagne et au Portugal. On ne sait pas encore tout à fait les causes, mais certains disent déjà, vous voyez, il faut plus de centrales nucléaires parce que ça peut arriver partout. Moi, j'ai envie de dire il faut plus de renouvelables et qu'il faut plus d'économie d'énergie. C'est ce que nous avons toujours dit. C'est-à-dire qu'il faut avoir une culture de la sobriété. Tant qu'il y aura une espèce d'hubris, c'est-à-dire une consommation effrénée d'énergie dans notre monde, eh bien, oui, nous aurons des problèmes d'approvisionnement et je crois qu'il faut effectivement s'y préparer. Si on avait mené, en tout cas en France, une politique d'isolation thermique, par exemple des logements à la hauteur des enjeux, eh bien, nous aurions une consommation d'énergie qui serait nettement moindre. C'est dans ce sens-là qu'il faut aller. Une mobilité qui soit rationalisée et une consommation d'énergie des logements qui soit aussi rationalisée. Et je pense que c'est vraiment la mère des batailles, les économies d'énergie. Après, on peut parler de tout le reste. Le Premier ministre consulte sur le scrutin proportionnel. Il y tient, beaucoup y tiennent. Les Verts mènent ce combat depuis toujours pour la proportionnelle aux législatives. Oui, mais laquelle? Quelle proportionnelle? Départementale, nationale, avec une prime, sans prime? Nous défendons une proportionnelle départementale, mais surtout, je crois qu'il faut accompagner ce mouvement. C'est positif qu'on reparle de la proportionnelle. Je crois que ça fait partie de la solution et non pas du problème. Je crois qu'avec la proportionnelle se dessine une culture de coalition, une culture de compromis qu'on peut observer dans toutes les grandes démocraties européennes et que la France n'a pas encore acquise. Et nous avons besoin pour sortir de cette crise politique que nous traversons quand même, et qui demeure malgré cet immobilisme apparent. Oui, le gouvernement est en place depuis un certain temps et a évité la censure, mais il ne faut pas masquer le fait que nous sommes dans une crise politique parce qu'il y a une assemblée aujourd'hui qui est divisée, dans laquelle il n'y a pas de majorité, et la France ne sait pas gouverner avec une assemblée composite. Eh bien, il faut changer de culture, avoir cette culture de coalition et de compromis qui va avec la proportionnelle et adopter une dose de proportionnelle, et pour nous, en tout cas, nous souhaiterions une proportionnelle intégrale. Eh bien, je crois qu'au contraire, ça serait une sortie par le haut de cette crise politique que nous traversons. Dans cette culture du conflit, il y a un conflit en ce moment, c'est le conflit des médecins vis-à-vis du gouvernement. Ils refusent, ce qu'on leur demande, c'est d'aller dans les déserts médicaux. Alors 2 jours par mois, dit le Premier ministre, d'autres veulent imposer des installations. Quelle est votre position? Vous soutenez Guillaume Garot, un élu de gauche, qui veut faire reculer les déserts médicaux? Absolument. Nous souhaitons que la proposition de loi de Guillaume Garot aille jusqu'au bout et soit adoptée dans les 2 chambres parce que nous avons besoin d'une solution pour les déserts médicaux. Je respecte le travail des médecins, je comprends qu'ils puissent être gênés par cette convention d'installation que nous souhaitons mettre en place, ce conventionnement sélectif, mais nous avons besoin d'avancer sur la question des déserts médicaux. Aujourd'hui, le fait d'avoir un conventionnement sélectif, c'est-à-dire de ne pas pouvoir s'installer dans des zones qui sont déjà surdotées en médecins, eh bien, c'est déjà ce qui est appliqué, une certaine régulation de l'installation pour, par exemple, les kinésithérapeutes ou pour les pharmaciens. Donc, il n'y a pas de raison que les médecins ne soient pas eux aussi soumis à cette régulation de l'installation. C'est la seule chose que nous souhaitons. C'est pas une solution miracle, mais au moins c'est une partie de la réponse à la question des déserts médicaux. Et c'est trop grave pour qu'on puisse malheureusement s'accommoder de discussions infinies parce que ça fait des années qu'on discute du conventionnement sélectif, de l'installation des médecins. Je crois qu'il faut aboutir sur ce sujet. Autre débat dans l'actualité, c'est une actualité très variée ce matin. Gérald Darmanin veut faire payer aux détenus
une part du coût des prisons, une sorte de loyer minime mais réel. Je crois que c'est complètement démagogique. C'est surtout ça. C'est pas du tout le sujet. Je veux dire, à quoi on juge une politique carcérale? Une politique carcérale, le seul critère d'évaluation, c'est est-ce que ça permet de lutter contre la récidive ou pas. S'il y a de la récidive, c'est que c'est une mauvaise politique carcérale. La question des frais des prisons, c'est vraiment totalement annexe. Ça me paraît une proposition démagogique. Travaillons plutôt sur la question de la réinsertion et sur la question de la lutte contre la récidive. Autre sujet lancé dans l'actualité par l'ancien Premier ministre Gabriel Attal, interdire les écrans aux moins de 15 ans, imposer le noir et blanc sur les réseaux sociaux au bout de 30 minutes d'usage, ou bien instaurer un couvre-feu. Les réseaux sociaux s'arrêteraient pour les 15-18 ans après 22 heures. Vous soutenez ce genre de prophylaxie? Je ne crois pas à l'interdiction. Je crois que de toute façon, il y aurait un contournement et que ça ne serait pas une bonne politique. Au contraire, peut-être qu'on le rendrait plus attractif en l'interdisant. Tout ce qui est interdit, oui, attire les jeunes. Oui. Absolument. Et je crois qu'on doit avoir une politique d'éducation, de rapport aux écrans. Ça commence. Je pense qu'il y a une sensibilisation qui infuse chez les jeunes. Les nouveaux parents sont plus vigilants. Oui, et j'ai moi-même des enfants qui se rendent compte par eux-mêmes aussi des dégâts que ça peut avoir sur la concentration, par exemple, ou sur les capacités d'apprentissage. Donc, je crois plutôt à la question de la sensibilisation et d'une mise à distance des écrans par la culture et l'éducation. Autre usage qui est devenu très moderne, Shein, Temu, faire venir de Chine des petits colis pas chers qui ne sont pas taxés aux frontières. 600 avions par jour d'école de Chine pour aller vers l'Europe. Là, vous êtes plus pour la manière forte ? Absolument. Nous avons toujours été pour une forme de protectionnisme environnemental. Nous défendions la proposition de loi Fast Fashion qui était d'ailleurs portée par une députée Horizon. Donc, il faut voir que ça traverse tous les partis. Il y a un impact terrible à la fois, vous l'avez dit, sur le plan environnemental. Nous étions d'ailleurs pour une taxation en fonction d'un éco-score sur ces colis, mais aussi sur l'emploi dans le textile en France et dans les commerces vestimentaires. Il y a 4000 emplois qui ont été détruits par cette fast fashion et ces colis qui envahissent la France. Je trouve que c'est effectivement grave, qu'on doit prendre des mesures, qu'on a été trop longtemps naïfs sur ce sujet. Donc oui à la taxation des colis chinois. Nous aurions préféré que la France l'ait fait avant. Malheureusement, on a dû attendre qu'il y ait finalement ce risque lié aux questions internationales pour que le gouvernement réagisse. J'ajoute qu'au Sénat, la proposition de loi Fast Fashion avait été en partie détricotée par les sénateurs centristes et de droite et que je m'inquiète de savoir si le lobbying, en particulier fait par Chine et peut-être plus directement par Christophe Castaner, ne va pas encore... Ancien ministre qui est dans cette entreprise. Qui est aujourd'hui recruté par Chine et par la fast fashion, ne va pas de nouveau faire son œuvre et que j'espère que le gouvernement tiendra sur cette question de la taxation des colis chinois. Vous dites bravo Trump, parce que sur les tarifs de droits de douane, il fait baisser ce commerce mondial. Non, je pense qu'il y a une façon de le faire brutale qui est pas du tout acceptable et en plus qui est extrêmement néfaste sur le plan économique. Donc je ne crois pas à une brutalité et à une forme de nationalisme. Autant sur un protectionnisme environnemental, comme je le disais, nous pouvons nous accorder, mais je crois au multilatéralisme, je crois qu'il faut des négociations internationales et je crois qu'il ne faut pas brutaliser ni l'économie ni le commerce. Eva Sas, merci, bonne journée. Merci. Merci Christophe Barbier. Demain, vous recevez Hervé Marseille du centre. Alors, je croyais que c'était plutôt dans le sud, moi. Non, il est du centre. Il va parler de la loi sur le 1er mai pour que les boulangers puissent ouvrir. Bonne journée. À demain. Radio J. Retrouvez le Barbier du matin sur le site radioj.fr, sur la page Facebook de Radio J et sur l'appli Radio J.